Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chapitre qui concerne l'Empire romain. C'est la séance numéro 11 et en principe la dernière vidéo pour réaliser ce chapitre, vu qu'on est censé reprendre les cours en conditions normales au collège à partir de la semaine prochaine. Alors, je vais faire comme d'habitude un bref rappel de ce qui a été fait avant, puis je vais vous présenter la séance, et ensuite on va dérouler au fur et à mesure. Dans cette séance, vous aurez besoin d'utiliser plusieurs feuilles que je vous avais distribuées avant les vacances. Où est-ce qu'on est rendu dans le chapitre? Alors, séance numéro 11, ça veut dire qu'on en a fait déjà 10 avant depuis le début de ce chapitre. Je vous rappelle que depuis le début du chapitre sur l'Empire romain, on a fait une première séance sur présentation du chapitre, avec la feuille de présentation, plus l'introduction. Ensuite, on a fait les séances 2, 3 et 4 sur les origines de Rome, la fondation de Rome, avec les mythes, les légendes de la fondation de Rome, Énée, Romulus, Rémus, etc. On a comparé ça aux traces archéologiques, on a vu que ça ne correspondait pas, et on avait fait des cartes mentales pour essayer de comprendre pourquoi les Romains avaient inventé ces histoires, avaient inventé ces légendes, et qu'est-ce que ça symbolisait sur eux. Ensuite, on avait fait une partie sur euh, la conquête de différents territoires par les Romains, dans les séances 5, 6 et 7, et sur le rôle de l'armée. On avait travaillé sur la deuxième guerre punique entre Rome et Carthage. Carthage, c'était une ville située en Afrique, je vous rappelle. On avait travaillé sur la conquête des Gaules par Jules César. Et on avait travaillé sur l'organisation de l'armée romaine. D'accord? Et ensuite, euh, on avait travaillé sur comment les territoires romains étaient organisés une fois que les guerres étaient terminées. Et pour comprendre ça, on avait travaillé sur les pouvoirs des empereurs romains. Et on avait surtout parlé d'Auguste. On avait vu, je résume très rapidement, que l'empereur, c'est celui qui a tous les pouvoirs politiques, les pouvoirs militaires, les pouvoirs religieux, les pouvoirs économiques, les pouvoirs judiciaires, etc. Donc c'est sur lui que repose le bon fonctionnement de l'Empire. Si on a des empereurs faibles ou des empereurs qui ne sont pas compétents, euh, l'Empire fonctionne moins bien, on va dire. Et si on a des difficultés à l'intérieur de l'Empire, bah, ça fragilise aussi le pouvoir des empereurs. À ce moment-là, ils peuvent se faire renverser. Et c'est ce qu'on verra dans la dernière séance qu'on fera la semaine prochaine en principe. Toujours dans cette partie sur le fonctionnement de l'Empire romain, on avait vu aussi qu'après les conquêtes, on a ce qu'on appelle la paix romaine, et qu'une fois que les conquêtes sont terminées et que la paix est mise en place à l'intérieur des frontières romaines, ça va permettre le développement du commerce qui va euh, reposer sur des routes terrestres, sur des routes maritimes, et qui va avoir un centre principal qui est la ville de Rome. Et que beaucoup de produits dans l'Empire vont être envoyés jusqu'à Rome. Et ça nous avait permis de comprendre sur la séance suivante, qui est la dernière séance qu'on a faite, celle que vous avez fait en début de semaine, que la ville de Rome est très importante dans l'Empire romain, que c'est une ville à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs bâtiments qui sont représentatifs, qui sont importants pour l'époque qui nous intéresse. Et dans cette séance-là, on avait utilisé une fiche avec plusieurs petits dessins, on va dire, qui sont des modèles de monuments de la ville de Rome, qu'on avait complété très rapidement avec le Panthéon, le cirque, le théâtre de Marcellus, le Colisée, l'Aqueduc, etc. Donc cette séance-là elle nous avait permis de comprendre qu'il y avait beaucoup d'activités à Rome et que donc il y avait des monuments très importants. Ça nous permet d'arriver sur la dernière séance qu'on va faire aujourd'hui et que vous voyez surlignée en vert sur votre écran. On va travailler sur la diffusion du mode de vie romain dans l'Empire. C'est-à-dire que la dernière séance, on a vu euh, quelle était la base du mode de vie romain, les différents monuments. Aujourd'hui, on va voir que ce mode de vie, il se diffuse à l'intérieur de l'Empire romain et que dans les autres villes de l'Empire romain, les habitants vont vouloir un petit peu vivre sur le même modèle que Rome, ils vont vouloir se développer de la même manière, ils vont être inspirés par la ville de Rome, ils vont vouloir faire la même chose, ils vont vouloir copier la ville de Rome. C'est ce qu'on va voir dans la séance d'aujourd'hui. Et donc,
pour la séance d'aujourd'hui, vous prenez une nouvelle page, et en haut de la nouvelle page, vous allez écrire le titre du grand B en bleu, l'influence de Rome sur les autres villes et les autres peuples. Je répète que c'est pas la peine d'écrire, enfin je répète, je vous préviens, c'est pas la peine d'écrire le grand 4 en vert, diffuser le mode de vie romain dans l'Empire, la romanisation. C'est pas la peine d'écrire ça parce que c'est en gris à l'écran, ça veut dire que vous l'avez déjà écrit lors de la séance d'avant. Donc vous écrivez juste le titre du grand B en bleu, et une fois que c'est fait, vous sautez une ligne, puis vous écrivez la définition de romanisation. La romanisation, c'est l'adoption du mode de vie et de la culture des Romains par les populations conquises. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de développer la même architecture, certains d'entre eux vont apprendre la langue des Romains, c'est-à-dire le latin, ils vont adopter la religion des Romains, donc ils vont commencer à croire dans les mêmes dieux, ils vont copier les vêtements romains, ils vont s'habiller de la même manière que les Romains, etc. Donc je vous laisse copier le titre et copier la définition, et une fois que c'est fait, vous faites pause, et une fois que c'est terminé, vous refaites lecture, et on passe à la suite. Vous avez terminé en principe d'écrire le titre et d'écrire la définition. On passe à la suite. Alors, pour la suite, vous allez avoir besoin de votre manuel, et plus précisément de la page 143. Sur la page 143, vous avez un document qui va nous intéresser et qu'on va étudier pendant un petit moment, c'est le document numéro 6. Et on va se poser une première question sur ce document numéro 6. Si je vais trop vite, vous faites pause le temps de sortir votre manuel. Première question, dans quelle province est située la ville de Nîmes? Et vous voyez sur votre document que en bas de la carte, il y a une légende, que le titre de la légende c'est Province romaine de Gaule, qu'il y a 4 couleurs à l'intérieur, violet, vert, rose et orange, on va dire, et que ce sont les 4 provinces de Gaule. Le violet, c'est la province de Gaule Belgique. Le vert, c'est la province de Gaule lyonnaise, parce que la capitale de cette province, c'est la ville de Lyon. Le rose, c'est la province de Gaule Aquitaine. Et l'orange, c'est la province de Gaule narbonnaise, parce que ça vient de la ville de Narbonne. Première question, dans quelle province est située la ville de Nîmes? La ville de Nîmes, on le repère en bas de la carte, elle est située dans la province romaine de la Gaule narbonnaise. Donc, elle est située dans la province de Narbonnaise. Une fois qu'on a répondu à cette question, on va essayer d'analyser, de comprendre un peu mieux comment est organisée la ville de Nîmes. Et là, le but, ça va être de voir euh, comment est-ce qu'elle s'inspire du modèle de Rome pour se développer. Et vous allez avoir besoin de prendre la feuille numéro 4, si je dis pas de bêtises. Si jamais je dis une bêtise, regardez l'image qui est au tableau, hein. Vous prenez cette feuille-là, vous prenez le plan de Nîmes, et ce plan, vous le collez dans votre cahier sous la définition de romanisation. Et l'objectif, ça va être de compléter un petit peu ce plan de la ville de Nîmes en utilisant le document 1, page 142. Et on va faire ça ensemble. Vous allez avoir besoin de vos crayons de couleur, ça veut dire. Première chose, complétez le plan. Si vous regardez votre feuille, une fois qu'elle est collée, vous avez plusieurs endroits sur lesquels il y a des pointillés. C'est-à-dire que il manque un mot. Il y a un endroit avec un D majuscule puis des pointillés, il y a un endroit avec un F majuscule puis des pointillés, il y a un endroit avec un C majuscule puis des pointillés. Alors on va utiliser le document page 142 pour compléter ça. Et vous voyez apparaître au tableau, alors vous ne refaites pas les flèches, hein. Vous écrivez directement. Le D, ça correspond à decumanus, c'est la voie principale qui traverse une ville. On avait déjà vu ce mot-là quand on avait étudié un camp de légionnaires, parce que dans un camp, je vous rappelle que c'est basé sur le modèle d'une ville, il y a le decumanus. Donc vous écrivez decumanus sur votre plan, vous l'écrivez en noir et en minuscule, d'accord. Les lieux sur une carte, sur un plan, on les écrit en noir et en minuscule. La deuxième voie qu'on repère, c'est ce qu'on appelle le cardo.
Donc pareil, vous avez juste à écrire Cardo, c'est pas la peine de mettre du fluo, c'est pas la peine de mettre de flèche, vous écrivez juste Cardo sur votre plan, C-A-R-D-O. Et l'endroit où se croisent le Cardo et le Decumanus, euh, vous connaissez ça, vous connaissez ce mot, on l'a déjà vu, c'est la place principale à l'intérieur d'une ville romaine, c'est ce qu'on appelle le forum. Donc au milieu, vous écrivez, enfin vous complétez forum, pareil, au stylo noir, en minuscule. Une fois que ça c'est fait, et qu'on a complété le plan, en marquant Decumanus, en marquant Cardo et en marquant forum, on passe à la suite. Sous le plan, vous allez réaliser la légende suivante. Alors, écoutez bien les consignes, je vous les donne à l'oral et je ne pourrai pas vous les réexpliquer ensuite parce que la vidéo va continuer hein, après évidemment. Donc soyez attentifs pendant que je vous explique comment faire. Sous le plan, vous sautez une ligne. Vous laissez 4 carreaux et vous écrivez, enfin vous sautez une ligne et après la marge, vous laissez 4 carreaux, vous écrivez lieu de loisir. D'accord? En dessous de lieu de loisir, vous sautez une ligne, vous laissez encore 4 carreaux par rapport à la marge et vous écrivez lieu religieux. Et en dessous, lieu religieux, vous sautez une ligne, vous laissez 4 carreaux par rapport à la marge et vous écrivez aqueduc. Et une fois que vous avez fait ces trois informations, lieu de loisir, lieu religieux et aqueduc, bah, il vous reste en principe 4 carreaux à chaque fois entre la marge et les mots. Et dans ces 4 carreaux, vous allez pouvoir faire les petits rectangles. Alors, chaque rectangle fait un carreau de hauteur et 2 carreaux de largeur. D'accord? Donc, à côté de lieu de loisir, vous faites un rectangle, un carreau de hauteur, 2 carreaux de largeur, et ensuite au crayon vert, pas au feutre, pas au fluo, mais bien au crayon vert, vous coloriez le rectangle. Vous faites un rectangle à côté de lieu religieux, un carreau de hauteur, 2 carreaux de largeur, vous coloriez au crayon rouge, et vous faites pareil, un rectangle à côté d'aqueduc que vous coloriez au crayon bleu. Donc aucun rectangle au feutre ou au fluo, vous les faites tous au crayon de couleur. Une fois que vous avez terminé de faire les rectangles et d'écrire lieu de loisir, lieu religieux et aqueduc, euh, vous refaites lecture, et comme ça, on passe à la suite. Et si jamais vous n'avez pas bien compris ce que je viens de vous expliquer, vous avez juste à recopier le petit modèle là que vous voyez. Vous faites ça en fait juste en dessous de la carte. Hein. Vous refaites la petite légende avec les 3 rectangles et les mots à côté. Très bien. Je vous laisse faire pause et une fois que c'est terminé, on passe à la suite. Ok. Vous avez fini, on avance. Alors, une fois que vous avez fait la légende, on va utiliser des documents du manuel pour essayer de les repérer sur le plan, sur la carte qui est dans votre cahier, et pour colorier différents éléments sur votre carte. Alors, sur le plan, colorier en vert le monument du document 4, page 143. Le document 4, page 143, il est dans votre manuel, mais il apparaît aussi sur votre écran. C'est ce que vous voyez tout en bas à gauche. Et ça correspond à l'amphithéâtre. Et l'amphithéâtre sur votre plan, il est à ce niveau-là, en principe. Si jamais le diapo veut bien avancer. Voilà. Donc, une fois que vous avez repéré ça, sur votre carte, vous coloriez juste l'amphithéâtre au crayon de couleur vert. La même couleur que ce que vous avez utilisé pour la légende, bien évidemment. Et vous n'utilisez toujours pas de feutre et toujours pas de fluo, on reste avec le même crayon vert. Une fois que vous avez colorié l'amphithéâtre, vous le faites ça de manière propre. Hein. On va pas faire tout, on va pas faire beaucoup de choses, donc il faut le faire de manière soignée. On va essayer de repérer un autre monument. Et ce monument il correspond au document 5, page 143. Et le document 5, page 143, c'est ce qu'on appelle la maison carrée. La maison carrée, sur la carte, elle est située à cet endroit-là. Et la maison carrée, c'est pas un lieu de loisir, mais c'est un temple, donc c'est un lieu religieux. Et les lieux religieux, ils sont en rouge.
Donc la maison carrée, vous n'allez pas la colorier au crayon de couleur vert, mais vous allez la colorier au crayon de couleur rouge. Une fois que c'est terminé, vous faites pause à chaque fois, hein, moi j'avance. Une fois que c'est terminé, on passe au document suivant. Et le document suivant, c'est le document 3, page 142. Le document 3, page 142, c'est le pont du Gard, et le pont du Gard, c'était un aqueduc. On a déjà vu les aqueducs dans ce chapitre. Je vous rappelle qu'un aqueduc, c'est un pont qui sert à amener l'eau euh, de l'extérieur de la ville, donc qui est puisée dans une rivière, dans un lac, etc., jusqu'à l'intérieur de la ville. Et cet aqueduc, c'est pas un lieu de loisir, donc c'est pas en vert, c'est pas un temple, c'est pas un lieu religieux, donc c'est pas en rouge, mais c'est en lien avec l'eau, donc c'est en bleu. Et vous avez l'aqueduc qui apparaît au nord du plan. Donc vous faites un rectangle en fait sur les pointillés, mais vous me faites ça proprement. Vous me faites pas un gros boudin quoi sur votre carte. Vous faites un rectangle soigné au crayon de couleur bleue. Une fois que ça c'est terminé, on va essayer de repérer encore d'autres documents. Alors sur le plan, colorier, les documents, enfin les monuments suivants. Je vous les ai indiqués en bas de l'écran. Deux autres lieux de loisirs en vert et un autre lieu religieux en rouge. Alors les autres lieux de loisirs qu'on peut repérer en vert, on va utiliser le document 1, page 142. On a le théâtre et on a aussi le cirque. D'accord? Donc ça, on va les colorier en vert. Et un autre lieu religieux, oui, pardon, qu'on a en rouge, à part la maison carrée, on a un temple qui est dédié à la déesse Diane. On a donc le temple de Diane. Lui, on va l'indiquer en rouge. Ça va donner ça sur votre plan. Le théâtre, vous le coloriez en vert, c'est un lieu de loisir. Le cirque, vous le coloriez en vert, c'est un lieu de loisir. Le temple, vous le coloriez en rouge, c'est un lieu religieux. Et comme ça vous permet de repérer sur votre carte la place principale qui s'appelle le Forum, et ça vous permet de repérer que la ville de Nîmes, elle est inspirée du modèle romain parce qu'elle reprend les mêmes éléments. Il y a un forum, il y a un cardo, il y a un decumanus, il y a des temples. La maison carrée, c'est des temples en l'honneur des petits-fils d'Auguste, pardon. On a des temples. C'est inspiré de Rome parce qu'on a un aqueduc qui amène l'eau. Et c'est inspiré de Rome parce qu'on a différents lieux de loisirs. On a un amphithéâtre qui existe encore aujourd'hui. On a un théâtre et on a un cirque. Et ça, c'est des monuments à chaque fois qu'on avait vu dans la séance précédente sur Rome. Donc là, ça vous permet de comprendre que Rome joue une influence très forte sur les villes qui sont situées dans l'Empire romain parce que ces villes se développent sur le modèle de Rome en reprenant le même type de monument à chaque fois. Une fois que ça c'est terminé, vous allez prendre la feuille suivante qui est la feuille numéro 5, si je dis pas de bêtises. Et si je dis une bêtise, et bah c'est pas le bon numéro, mais vous avez juste à regarder ce qu'il y a à l'écran pour vérifier. Alors, la feuille que vous prenez, vous allez la coller dans votre cahier. Euh, Si vous reste pas beaucoup de place sur la page depuis le début de la séance, vous prenez une nouvelle page. Sinon, s'il vous reste de la place, même si c'est pas suffisant, vous pliez un petit peu la feuille et puis vous la collez sur la page. Attention, il ne faut pas la découper plus que ce qu'il y a au tableau parce qu'on a besoin des pointillés, on va devoir écrire des choses sur la feuille. Alors, sur cette feuille, on a les différentes catégories de population dans l'Empire romain. Et je vous ai noté les différentes catégories à gauche. On a l'empereur, on a les esclaves, on a les pérégrins, c'est un mot que vous ne connaissez pas, je vais vous l'expliquer. On a les Italiens et on a les affranchis, et affranchis, peut-être que vous ne le connaissez pas bien, je vais vous l'expliquer aussi. Alors, on va compléter ça. Et vous avez les réponses qui apparaissent au tableau. Au-dessus de la première personne, vous écrivez esclaves. Les esclaves dans l'Empire romain, c'est la catégorie de ceux qui n'ont aucun droit. Au-dessus de la deuxième personne, vous écrivez affranchis. Les affranchis, ce sont les anciens esclaves, c'est-à-dire un esclave auquel un Romain a donné sa liberté. Donc,
c'est un affranchi, c'est pas la même chose qu'un Italien, hein. Un affranchi, c'est un ancien esclave, mais il a pas beaucoup plus de droits que les esclaves, en fait. Au-dessus des affranchis, troisième personne, on a les pérégrins. Les pérégrins, c'est des personnes qui ne sont pas esclaves, qui n'ont jamais été esclaves, mais qui ne sont pas des citoyens romains. Ce sont des hommes libres, d'accord, mais qui ne sont pas nés à Rome. C'est des hommes libres qui sont nés dans d'autres villes de l'Empire romain. Au-dessus des pérégrins, on a les Italiens. Donc les Italiens, ce sont des hommes libres aussi, mais c'est les hommes libres uniquement en Italie. Donc c'est-à-dire que dans l'Empire romain, la région de l'Italie, la zone de l'Italie, c'est une région dans laquelle il y a plus de droits que dans le reste de l'Empire romain. Parce que c'est là que s'est développé l'Empire romain, c'est la base de l'Empire romain. Et au-dessus des Italiens, il y a une personne en particulier qui dirige l'Empire, et c'est l'empereur. Donc une fois que vous avez complété cette fiche, on va passer à la question suivante. Sur le document, entourez en rouge les personnes qui sont des citoyens romains et en bleu ceux qui ne sont pas citoyens. Ça se fait assez facilement. Les citoyens, c'est l'empereur et c'est les Italiens. C'est tout. Tous les autres, les pérégrins, les affranchis, les esclaves, ils ne sont pas citoyens, donc eux, vous les entourez en bleu. C'est-à-dire que, en gros, dans l'Empire romain, il y a deux principales catégories. Il y a les citoyens, il y a les non-citoyens. À l'intérieur des citoyens, il y a les Italiens, il y a l'empereur. Et à l'intérieur des non-citoyens, il y a les esclaves, les affranchis, les pérégrins, etc. Les pérégrins, c'est un peu comme les métèques, en fait, hein, chez les Grecs. Une fois que ça c'est fait, il nous reste une dernière question sur cette fiche, si je dis pas de bêtises, et on passe à la suite. Sur le document, surligné au fluo les droits réservés aux citoyens romains. Et on le retrouve tout en bas à droite du document. Les citoyens romains, c'est-à-dire les Italiens et l'empereur, ils ont des avantages par rapport aux autres personnes de l'Empire. C'est les seuls qui ont le droit de propriété. Donc ils ont le droit de posséder des terres, ils ont le droit de posséder des bâtiments. C'est les seuls qui ont le droit de vote. Donc par exemple, les pérégrins, ce sont des hommes libres, mais ils n'ont pas le droit de voter. Et ce sont les seuls qui ont le droit de faire appel d'une décision de justice auprès du peuple romain, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord avec une décision de justice, ils ont le droit de contester et d'avoir un deuxième procès. Ce n'est pas le cas des autres personnes. Une fois que ça c'est fait, vous avez, avec les deux feuilles qu'on a utilisées pour l'instant, vous avez compris l'influence de la ville de Rome sur les autres villes de l'Empire romain, et vous avez compris les différentes catégories de personnes à l'intérieur de l'Empire romain. Maintenant, on va utiliser 2-3 documents, et on aura terminé pour la séance d'aujourd'hui. Alors, pour utiliser les documents, vous allez prendre tout d'abord la page 144 de votre manuel et le document numéro 1. Et comme d'habitude, je vais lire ce document, et une fois que ce sera fait, on l'analysera en 2 ou 3 questions, je crois. Alors, premier document. L'empereur Servius Galba César Auguste, grand pontife, revêtu de la puissance tribunicienne, consul désigné pour la deuxième fois, a accordé leur congé et le droit de cité aux soldats qui firent leur service dans la première légion Adjutrix, et dont les noms sont reproduits ci-dessous, à eux-mêmes, leurs enfants et leurs descendants, d'après un diplôme militaire 68 après Jésus-Christ. Deuxième texte. Quand les magistrats d'Irnie, c'est-à-dire une petite ville d'Espagne, auront quitté leur magistrature, qu'ils soient citoyens romains, ainsi que leurs parents, leurs femmes et leurs enfants nés d'un mariage légitime et leurs petits-enfants. Et ça, c'est un texte qui vient d'une loi qui a été mise en place par un empereur au 1er siècle après Jésus-Christ. Première question qu'on peut se poser par rapport au petit texte, enfin au petit a. À qui l'empereur Galba accorde-t-il la citoyenneté? On a la réponse. L'empereur Servius Galba César Auguste, donc Servius c'est son nom d'origine, Galba c'est son nom d'empereur, César Auguste c'est des surnoms. Ça fait référence évidemment à César et Auguste, hein. Deux personnages très importants pour les Romains, donc après eux tous les empereurs vont reprendre leur nom dans leur titre. L'empereur Galba a accordé leur congé et le droit de cité aux soldats qui firent leur service dans la première légion Adjutrix, à eux-mêmes, leurs enfants et leurs descendants. Donc en gros, l'empereur Galba, il a donné la citoyenneté aux soldats qui ont servi dans une légion
ainsi qu'à leurs enfants et leurs descendants. C'est une manière de récompenser les soldats qui ont été fidèles à Galba. En gros, là, on a un premier exemple qui nous permet de nous rendre compte, pardon, que les pérégrins, ils ont un moyen d'obtenir la citoyenneté romaine. Ce moyen, c'est de faire leur service militaire et d'être fidèles à l'empereur. Et s'ils font tout leur service militaire et que l'empereur est satisfait, à ce moment-là, l'empereur peut leur donner la citoyenneté romaine et les pérégrins deviennent des citoyens romains à ce moment-là. Deuxième question, d'après le texte B, quel est l'autre moyen d'obtenir la citoyenneté? On le voit ici, quand les magistrats d'Hyrnie auront quitté leur magistrature, qu'ils soient citoyens romains. D'après le texte B, l'autre moyen de devenir citoyen romain est d'avoir été magistrat. Et juste en dessous, je vous ai mis la définition de magistrat romain, mais c'est pas la peine de la recopier. D'accord? C'est pas une définition du chapitre, il y en a suffisamment comme ça. Un magistrat romain, c'est une personne qui a été élue par les citoyens romains ou qui a été nommée directement par l'empereur afin de s'occuper de l'administration. Donc en gros, un magistrat romain, c'est un peu comme un fonctionnaire qui a été choisi par les Romains ou qui a été choisi par l'empereur pour faire une mission particulière. Ces deux documents qu'on vient de lire, ils nous permettent de nous rendre compte qu'au 1er siècle après Jésus, donc entre 0 et 100, enfin entre 1 et 100, pardon, au 1er siècle après Jésus-Christ, il y a plusieurs moyens de devenir citoyen romain. On peut devenir citoyen romain quand on est issu de parents qui sont déjà citoyens romains. Ou alors, on peut devenir citoyen romain même si on n'est pas né en Italie ou on n'est pas né à Rome. Par exemple, c'est le cas des soldats qui sont parfois récompensés par l'empereur. Ou l'autre façon, ou bien l'autre façon de devenir citoyen romain, c'est d'avoir été magistrat dans une cité, donc dans une ville romaine, en dehors d'Italie. C'est le cas de la ville d'Hyrnie en Espagne. Donc d'avoir été magistrat. Et une fois qu'on a terminé sa mission de magistrat, une fois qu'on a terminé ce pour quoi on a été élu, ben en récompense, parfois, l'empereur donne la citoyenneté aux anciens magistrats. Ça, c'est le fonctionnement au 1er siècle après Jésus-Christ. Et juste à côté, vous avez un autre document, document 2, page 144, que je vais lire rapidement et que je vais vous expliquer. Je donne à tous les pérégrins qui sont dans l'Empire romain le droit de cité romaine. Le présent édit augmentera la majesté du peuple romain. Édit impérial 212 après Jésus-Christ. Alors, cet édit, il a été fait par un empereur qui s'appelle Caracalla. Et je vous l'ai mis à côté, je vous l'ai mis à l'écran pour que vous voyez à quoi il ressemblait. Il a été mis en place par l'empereur Caracalla en 212 après Jésus-Christ. Et quelle décision il prend à l'intérieur de ce texte, l'empereur Caracalla? Eh bien, vous le voyez au tout début du texte, je donne à tous les pérégrins, c'est-à-dire les hommes libres, mais qui n'ont pas la citoyenneté romaine, je donne à tous les pérégrins qui sont dans l'Empire le droit de cité romaine. C'est-à-dire qu'en 212 après Jésus-Christ, l'empereur Caracalla, il va prendre une décision que personne, que aucun empereur n'avait pris avant lui. Il va accorder la citoyenneté romaine à tous les pérégrins, c'est-à-dire à tous les hommes libres de l'Empire romain. Donc évidemment, à l'époque, ça ne s'applique pas aux esclaves. Désormais, la citoyenneté romaine, elle n'est plus réservée uniquement aux Italiens, mais elle est aussi accessible à tous les descendants des peuples vaincus par les Romains. Sauf que ça va poser des problèmes, je vous l'explique très rapidement. On a vu juste avant que l'un des moyens au 1er siècle d'obtenir la citoyenneté, c'était de servir dans l'armée, et on pouvait obtenir la citoyenneté en récompense. Donc ça fait que, évidemment, à ce moment-là, il y a des gens qui s'engageaient dans l'armée romaine parce qu'ils savaient très bien que si ils faisaient leur service militaire jusqu'au bout, à la fin, ils finiraient par obtenir la citoyenneté romaine. Donc c'était aussi donner la citoyenneté romaine aux anciens soldats, c'était une manière, si vous voulez, d'inciter les gens à s'engager dans l'armée pour avoir une armée puissante. Le problème de la décision de Caracalla, c'est qu'une fois qu'il donne la citoyenneté à tout le monde, bah, du coup, il y en a qui se disent ça sert plus à rien de m'engager dans l'armée pour obtenir la citoyenneté, vu que je viens de la recevoir quand même. Donc la décision de Caracalla, d'un côté, elle est positive, parce qu'elle donne la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire sans rien en échange. Par contre, elle a des conséquences négatives aussi. C'est que, vu que tout le monde devient citoyen romain, bah, y a moins de gens qui s'engagent dans l'armée. Et donc l'armée romaine commence à s'affaiblir au IIIe siècle
après Jésus-Christ, c'est-à-dire à partir de 200. L'armée romaine commence à s'affaiblir, et vu qu'elle commence à s'affaiblir, on commence à avoir des territoires romains qui sont peu à peu perdus par les Romains, qui sont conquis par d'autres peuples, et l'Empire romain commence à diminuer petit à petit, et les empereurs romains commencent à perdre un petit peu de pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on étudiera à la prochaine séance. La prochaine séance, qu'on fera en collège, au collège en principe, tous ensemble, dans cette séance-là, je vous expliquerai comment l'Empire romain s'affaiblit à partir du IIIe siècle, comment les Romains commencent à perdre des territoires, comment les empereurs commencent à se succéder les uns les autres avec des complots, avec des empereurs qui sont assassinés, qui ont du mal à survivre, et ce que les empereurs essayent de faire pour contrôler la situation, et on verra si ça marche ou si ça marche pas, et on verra comment évolue l'Empire romain à partir du IIIe siècle. Une fois que ça c'est fait, il nous reste ce dernier texte. Et après, on aura terminé les documents et il n'y aura plus que la trace écrite. Document 5, page 145. Comme d'habitude, je le lis et une fois que c'est fait, je crois qu'il n'y a qu'une ou deux questions sur ce document-là. Alors, les Bretons. Les Bretons, pour les Romains, c'est les habitants de l'Angleterre. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc les Bretons étaient dispersés, sauvages et par là même disposés à guerroyer, c'est-à-dire à faire la guerre. Pour les habituer à la paix et à la tranquillité, Agricola, le gouverneur de la Bretagne, les encouragea à bâtir des temples, des forums, des maisons. Puis il commença à instruire les fils des chefs, si bien que, après avoir dédaigné Rome, ils se passionnèrent pour sa culture. Ils en vinrent même à apprécier notre costume et souvent à porter la toge. Peu à peu, ils se laissèrent séduire par le goût des portiques, des bains et des festins raffinés. Et ce texte-là, il a été écrit par Tacite, qui est un historien romain, dans un livre qui s'appelle Vie d'Agricola. Donc c'est un livre qui raconte la vie d'Agricola, le gouverneur de la Bretagne, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Première question. Pourquoi Agricola encourage-t-il les Bretons à construire des villes? Vous avez la réponse au début du texte. Agricola, le gouverneur de la Bretagne, c'est-à-dire de l'Angleterre, encourage les Bretons à construire des villes pour les habituer à la paix et à la tranquillité. Je le dis autrement, c'est une manière d'imposer le mode de vie romain aux populations vaincues. Donc là, ça vous permet de comprendre que les Romains, pour diffuser leur mode de vie, pour diffuser leur culture, ils ont plusieurs moyens. Premier moyen, la ville de Rome, elle sert de modèle pour les autres villes de l'Empire. Deuxième moyen, ils développent différents moyens d'avoir accès à la citoyenneté romaine. Troisième moyen, ils incitent les peuples à construire des villes pour qu'ils s'habituent à la paix, à la tranquillité, pour éviter qu'ils se rebellent contre les Romains. Dernière question, si je dis pas de bêtises. Repérer les éléments qui montrent que les Bretons se romanisent, c'est-à-dire repérer les éléments qui montrent que les Bretons commencent à se comporter de la même manière que les Romains. Et on repère ces éléments à ces différents endroits du texte. Bâtir des temples, des forums, des maisons. Ils se passionnèrent pour la culture de Rome. Ils en vinrent même à apprécier notre costume et souvent à porter la toge, donc c'est-à-dire les vêtements. Ils se laissèrent séduire par le goût des portiques, des bains et des festins raffinés. Je le dis autrement, les Bretons se mettent à construire des temples, des forums et des maisons comme les Romains. Ils adoptent la culture romaine. Ils commencent à porter les mêmes vêtements, ils commencent à avoir la même alimentation. Donc là, on a un exemple d'un texte rédigé par un auteur romain à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, qui nous montre que la stratégie des Romains pour développer leur mode de vie, elle fonctionne. On a les peuples vaincus qui, peu à peu, s'habituent à la domination des Romains, et qui, plutôt que de se rebeller, au début ils se rebellent, et au bout d'un moment ils arrêtent parce qu'ils finissent par trouver que la culture romaine elle est intéressante, et du coup ils finissent par s'adapter à la culture romaine et par adopter la culture romaine. C'est ce qu'on appelle la romanisation. Je vous laisse avec la trace écrite à la fin de cette séance, et ensuite on aura terminé. Alors vous voyez qu'il y a un petit 3, la trace écrite elle va faire 3 paragraphes. Premier paragraphe. Pour faire accepter leur puissance au peuple vaincu, les Romains favorisent la construction de villes. À la manière de Rome, elles s'organisent autour d'un forum et possèdent plusieurs édifices. Des théâtres, des aqueducs, des temples, des cirques. Alors, c'est marqué cric, mais c'est pas cric. J'ai fait une faute, c'est cirque.
à la fin du premier paragraphe. Deuxième paragraphe. La romanisation des peuples vaincus repose également sur la diffusion du mode de vie romain. Dans les territoires conquis, les populations adoptent la langue latine, la religion romaine, l'architecture romaine et les vêtements romains. Dernier paragraphe. Peu à peu, la citoyenneté romaine est accordée aux habitants de l'Empire. Au départ, les empereurs donnent la citoyenneté uniquement aux soldats ou aux magistrats fidèles à leur pouvoir, mais, en 212 après Jésus-Christ, l'empereur Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. Je vous laisse écrire la trace écrite à votre rythme. Vous faites pause pour la copier. Et une fois que vous avez fini de l'écrire, on a terminé la séance d'aujourd'hui. Et en principe, la prochaine fois qu'on se voit, c'est lundi après-midi, si je dis pas de bêtises. Et lundi après-midi, on fera la dernière séance euh, sur la fin de l'Empire romain. Et donc, pour lundi, je vous donne les devoirs maintenant et ils seront notés sur Pronote. Il faut finir la trace écrite. Et lundi, vous venez avec votre cahier d'histoire, vous venez avec le manuel et vous venez avec des crayons de couleur. Parce que lundi, on va faire une frise chronologique et vous aurez besoin des crayons de couleur. Euh, Comme je l'avais dit avant les vacances, tout ce qu'on a fait en travail à distance et ce qu'on a fait sur les vidéos, je considère que c'est terminé. Je ne reviendrai pas dessus lundi. D'accord? Donc si lundi, tout ce qui a été fait sur les 4 vidéos, c'est pas fait, on le refera pas en cours. C'est à vous de vous débrouiller pour attraper ça, mais j'espère vraiment que vous n'arriverez pas lundi avec 4 vidéos qui vous manquent, parce qu'en principe, vous avez tous accès à YouTube. Euh, et à la fin du chapitre, comme d'habitude, je ramasserai votre cahier, j'évaluerai votre cahier comme d'habitude, et les parties qui ont été faites à distance seront évaluées de la même manière que les autres parties qui ont été faites en classe entière. Voilà. Je vous laisse tranquille, la séance est terminée. Je vous souhaite bon courage pour les derniers cours qu'il vous reste, si jamais il vous reste encore des cours. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon week-end aussi. Profitez pour vous reposer avant de reprendre les cours en présence dans le collège. Et on se revoit lundi au collège en principe. Bonne journée, bon week-end et à lundi. Au revoir.